Salut à tous, salut à toutes, et bienvenue dans cette preview un petit peu spéciale et preview un petit peu fleuve, puisqu'on va parler du Group of Five, effectivement, dans cette année encore, le podcast sur le Group of Five reviendra. Je serai sans doute accompagné de Geoffrey, encore une fois, mais bon, on verra ça avec lui, peut-être Baptiste, peut-être même d'autres gars du podcast, s'ils veulent participer à cette belle série sur le Group of Five, un Group of Five qui sera encore une fois très intéressant cette année. Pour rappel, le meilleur champion de conférence du Group of Five sera automatiquement qualifié en playoff, quel que soit son classement dans le ranking du comité. C'est donc encore une saison avec une passionnante course à distance entre plusieurs programmes qui se fera, et on le sait, ça va être vraiment encore une fois une belle saison à suivre où on a parfois la sensation que c'est un petit peu ce qui reste de l'ancien college football dans ce Group of Five, avec une soixantaine d'équipes, un peu plus, qui se battent pour une seule place. Ça nous rappelle le vieux college football, celui qui nous faisait rêver, tout simplement parce que c'était un college football où la saison régulière comptait réellement et où la moindre défaite te faisait reculer dans l'accès au Graal suprême. Le Graal suprême, bien sûr, pour ces équipes-là, n'est pas d'avoir le titre national, mais bien de participer à la fête et aux playoffs. Et donc, on l'a vu l'année dernière, ça a été une belle saison avec une lutte qui s'est faite entre Boise State et UNLV au sein de la Mountain West, avec Tulane et Memphis qui se sont un petit peu écroulés dans l'américaine, mais qui n'ont jamais été vraiment très loin, où on scrutait la moindre défaite, où on analysait la moindre grosse victoire pour savoir si ça permettait à une équipe ou non de monter dans le classement, dans les favoris pour cette place-là. Bref, c'est vraiment passionnant, et honnêtement, le Group of Five reste un groupe d'équipes et de conférences très fun à avoir joué. Bien sûr, on regarde le college football pour les gros programmes, les très gros stades, les très grosses ambiances et les très gros prospects, mais vous allez voir, il y a aussi des joueurs très intéressants dans le Group of Five et des équipes qui peuvent vraiment être les Cinderella, les Cendrillons de la saison à venir. Bref, sans plus tarder, je vais donc vous parler des équipes qui serait pressenti pour aller en playoff. Comment on va faire ça? On va faire des présentations assez rapides à chaque fois, mais on va parler conférence par conférence. Je vais vous sortir 2 équipes par conférence qui sont pour moi les 2 favoris pour accéder à la finale de conférence. Je présenterai chaque équipe en racontant un petit peu la saison dernière, qui est le coach, les 3 joueurs à suivre, enfin souvent le joueur en attaque à suivre, le joueur en défense à suivre, et qui sera le quarterback titulaire. Ensuite, un petit tour sur le calendrier avec surtout les matchs à suivre, c'est le plus important, et le petit pronostic est derrière ce que je pense de cette équipe. Bref, on va attaquer tout de suite avec la première conférence, la Mountain West. En effet, hommage à la meilleure conférence de l'an dernier. C'est une conférence qui va connaître un sacré chambardement, puisqu'une partie de ses membres vont partir pour former la nouvelle Pac-12 avec Washington State et Oregon State l'année prochaine. Si je ne dis pas de bêtises, en 2026, nous aurons donc Boise State, Colorado State, Fresno State, San Diego State et Utah State, ainsi que Texas State, qui est actuellement en Sun Belt, qui rejoindront la Pac-12. Mais voilà, encore une saison où la Mountain West sera une des conférences à suivre dans le Group of Five. C'était la conférence dont a été issue l'équipe qualifiée pour les playoffs, puisque c'était Boise State qui y était allé. La finale l'année dernière était entre Boise State et UNLV, qui ont été les 2 meilleures équipes, parmi les 2 meilleures équipes du Group of Five. Et donc les Broncos ont été l'équipe de Group of Five qualifiée en playoffs, battue en quart de finale par Penn State. On va donc commencer tout de suite avec le favori numéro 1 pour les playoffs, et le favori en Mountain West ne sont nul autre que les Broncos de Boise State. En effet, l'équipe de l'Idaho sera à nouveau favori pour aller en playoff, et donc à nouveau favori pour la victoire en Mountain West, puisqu'on le rappelle, si vous voulez aller en playoff quand vous êtes équipe de Group of Five, il faut d'abord gagner sa conférence, quelle que soit la saison que vous faites. Si vous faites une saison en 11-1, mais que votre défaite
vous empêche d'aller en finale de conférence, eh bien, vous ne pouvez pas aller automatiquement en play-off. Peut-être être pêché dans les at-large, mais c'est compliqué pour une équipe G5 pas championne de conférence d'espérer ça. Bref, je divague. En tout cas, voilà, Boise State l'année dernière, saison exceptionnelle dans le sillage d'un Ashton Genty, Iceman du peuple, dans une saison historique, juste derrière Barry Sanders. Boise State n'avait perdu qu'un match en saison régulière face à Oregon, et en plus c'était un match où ils se sont battus jusqu'au bout. Toujours coaché par Spencer Danielson, les Broncos sont la seule équipe du Group of Five classée en pré-saison, puisqu'ils sont 25e à l'AP Poll, et donc ils seront très attendus cette année encore. Parmi les joueurs à suivre, nous aurons le running back Sir Gaines, redshirt freshman, qui aura la lourde tâche de remplacer Ashton Genty. Mais dans le système de Boise State, il devrait pouvoir produire à la hauteur de son match l'an dernier à Georgia Southern en ouverture de la saison, où il avait fait 110 yards aux côtés d'Ashton Genty, qui était déjà à plus de 200 yards sur ce match-là. Sir Gaines, donc, qui sera le running back titulaire et qui donc devrait produire énormément. Sans doute pas au même niveau qu'Ashton Genty, parce que ce serait vraiment irréel s'il y parvenait. Mais voilà, ce sera le joueur à suivre en attaque du côté de Boise State. En défense, je vais parler de l'edge Jaden Virgin Morgan, le junior, auteur de 10 sacs l'an dernier. Le joueur va devoir prouver qu'il est capable de retirer cette performance dans une ligne défensive orpheline d'Assanine, mais qui a toujours produit sous Spencer Danielson. Jaden Virgin Morgan, qui pourrait peut-être suivre le même chemin que son ancien collègue parti aux Lions pendant la draft. En tout cas, ce sera sûrement un des meilleurs défenseurs de la Mountain West. Au poste de quarterback, nous aurons donc Madux Madsen, le junior, titulaire l'an dernier. Il revient au centre de l'attaque des Broncos, après avoir battu, on se souvient notamment, c'était Malachi Nelson, le transfert de USC l'année dernière. Et bien voilà, il est plus que jamais titulaire. Honnêtement, l'année dernière, je trouvais que c'était un joueur correct, mais sans plus. Et je trouve qu'il a beaucoup surfé sur la vague Ashton Genty, et il va devoir maintenant prouver qu'il est capable d'élever son niveau de jeu et d'être le nouveau leader de l'attaque. Il y a un jeu assez basique l'année dernière. Pas toujours les meilleurs matchs, souvent sauvé quand même par Ashton Genty, même s'il n'a pas non plus lancé beaucoup d'interceptions. Dès que le niveau s'est élevé, notamment contre Penn State, il a sorti une feuille absolument horrible. Après, forcément, c'est une confrontation que tu n'auras pas pendant la saison régulière, mais voilà. En tout cas, que tu n'auras pas en conférence. Mais voilà, Madux Madsen va vouloir montrer de la progression. C'est son année junior. Il n'a plus Ashton Genty pour faire 200 yards à la course à côté de lui. Il est capable de courir aussi, Madsen. Il faut qu'il élève un peu son niveau de jeu, soit un peu plus précis dans les moments chauds quand il le faut à la passe. Mais voilà, ce sera le quarterback chez les Broncos. Au niveau des matchs à suivre, j'ai noté 3 matchs pour Boise State. D'abord, l'ouverture de la saison à South Florida le 28 août. Et puis, le grand rendez-vous pour les Broncos, ce sera un déplacement à Notre-Dame le 4 octobre, avant la réception le 18 octobre de UNLV. Je ne vais pas rentrer dans les détails du calendrier. Je vous invite à aller sur ESPN ou des autres sites pour voir le reste du calendrier. Mais voilà, en tout cas, les 3 gros matchs à entourer pour Boise State cette saison. Mon pronostic pour Boise State cette saison, c'est une saison avec 11 victoires et une défaite à Notre-Dame. Je pense que l'équipe ne gagnera pas à Notre-Dame, mais en tout cas, le calendrier me fait un peu penser à celui de Cincinnati l'année où ils vont en playoff en 2021, où ils étaient allés gagner à Notre-Dame, là aussi au mois d'octobre, et cette victoire-là, plus le fait d'être invaincus, les avait propulsés dans le top 4 du pays. Forcément, si jamais ils arrivent à gagner à South Bend, là, ils seront plus que jamais archi favoris pour y aller. Maintenant, je pense qu'il faut être réaliste. Ce sera 11 victoires, une défaite. C'est clairement mon favori numéro 1 pour une qualification en playoff, parce que le reste du calendrier est abordable, même si, attention quand même, le déplacement en ouverture à South Florida, qui aura vraiment valeur de test face à une autre équipe qui sera peut-être dans les prétendants. Il y aura aussi la réception de UNLV et de Fresno State qu'il faudra bien négocier, mais ensuite les autres déplacements sont pas franchement ingérables pour Boise State, qui est donc mon favori du côté de la Mountain West. Et qui auront-ils en phase 2? Eh bien, j'ai décidé de parler de UNLV, les Red Raiders de UNLV à Las Vegas, qui ont été les finalistes malheureux de la Mountain West l'année dernière, qui sont pour moi les deuxièmes favoris dans la conférence.
Ça a été une de mes équipes coup de cœur en Group of Five l'an dernier avec Ajmalik Williams et Ricky White notamment. L'équipe va encore essayer de concurrencer Boise State, contre qui ils ont perdu 2 fois l'année dernière, hein, notamment en saison régulière, dans un gros match, c'était à UNLV, et puis à Boise State, pour la finale de conférence. Ils seront coachés par Dan Mullen, l'ancien head coach de Florida, et qui était aussi à Mississippi State, de Dak Prescott à l'époque. Il me semble qu'il était coordinateur offensif. Voilà, peut-être une des recrues en coaching dont on n'a pas tant parlé que ça, mais qui pourrait faire parler durant la saison, car honnêtement, c'est un quand même bon coach, même si ça a mal fini avec Florida. Mais il a quand même su mener de très belles attaques. Ce sera intéressant à voir. Les joueurs à suivre, on va commencer par le running back Jaden Thomas, le junior, presque 1000 yards l'an dernier dans une attaque tournée vers le sol. Thomas sera à nouveau le running back 1 dans une équipe qui a perdu quand même Ajmalik Williams et Ricky White, qui étaient les deux autres principaux joueurs de l'attaque de UNLV. Mais le junior Thomas pourrait dépasser les 1000 yards cette année. Au niveau de la défense, on parlera du linebacker Marcel McDuffie, le senior, qui a été un des leaders de la défense, excellent en 2023, mais freiné par des blessures durant la dernière saison. Il a joué moitié moins et donc il a produit moitié moins, mais il revient en pleine forme cette année pour mener UNLV vers les sommets et refaire une grosse saison comme en 2023. En tout cas, on l'attend avec impatience du côté de Las Vegas. Au poste de quarterback, eh bien, on ne sait pas encore qui sera le QB titulaire entre le senior Alex Orji qui arrive de Michigan et le junior Anthony Colandrea qui arrive de Virginia. Le premier Alex Orji a un profil de dual threat qui pourrait être parfait dans la philosophie de jeu de Dan Mullen, mais il n'a pas la même expérience de titulaire que Colandrea. Qui lui a par contre eu un gros problème de turnover durant sa carrière. Orji, qui n'avait pas réussi à avoir le poste de titulaire l'année dernière à Michigan alors que la course était ouverte, pourrait à nouveau perdre la bataille face à Colandrea. On verra, le choix n'a pas encore été décidé du côté de Dan Mullen. Et voilà les deux joueurs qui sont pressentis pour diriger l'attaque de UNLV. Les deux matchs à suivre que j'ai notés pour UNLV, c'est d'abord la réception de UCLA le 7 septembre et le déplacement à Boise State le 18 octobre. Voilà. Le pronostic, 9 victoires et 3 défaites pour UNLV. Je les vois perdre contre UCLA, Boise State et contre Colorado State. Ils seront dans la course à la finale de Mountain West. Mais attention, la fin de saison, ils auront un déplacement périlleux à Colorado State qu'ils n'ont plus battu là-bas depuis 2002. Mais franchement, le reste du calendrier est dans leur corde. À part le déplacement à Boise State, le reste du calendrier est franchement faisable pour UNLV qui, je pense, pourrait être de retour en finale de conférence et pourquoi pas gratter une place en playoff s'ils remportent la conférence en ayant battu Boise State au moins une fois, donc soit en finale, soit même pendant la saison régulière en les écartant de la finale. Ça pourrait être intéressant. Le déplacement à UCLA, la réception pardon, de UCLA peut être l'occasion de marquer un gros coup, mais je pense quand même que face à une Power 4, ça passera peut-être pas un peu à la manière de Syracuse l'année dernière, qui les avait battus de peu, mais qui les avait battus quand même là-bas, c'était à Las Vegas. Mais on verra tout ça pour UNLV. Les autres équipes à surveiller dans la conférence, mais qui semblent quand même loin de pouvoir prétendre à la lutte pour les playoffs. J'ai noté San Jose State, Fresno State et Air Force. Ces trois équipes sont clairement un cran en dessous de Boise State et UNLV. Pourraient aller en finale de conférence, mais pourraient avoir un bilan un petit peu trop lourd pour espérer être repêchés en tant que vainqueur de conférence. On passe maintenant à l'American. Et oui, ce n'est plus l'American Athletic Conference, mais tout simplement l'American maintenant. C'était traditionnellement la meilleure conférence du Group of Five pendant les années 2010 et même au début des années 2020, mais elle a connu énormément de départs, hein, UCF, Cincinnati, Houston, notamment, qui sont partis pour la Big 12 et qui étaient des très gros programmes de Group of Five. Eh bien, forcément, elle s'est retrouvée un peu déplumée, mais a quand même encore de gros programmes du Group of Five dans ses rangs. Elle a raté la qualification l'an dernier au profit de la Mountain West et de Boise State, mais cette année, il y aura encore des équipes qui peuvent prétendre accéder à la post-season. Elles sont pas mal dans ce qui est peut-être la conférence la plus relevée
du Group of Five. L'année dernière, c'était Army qui l'avait emporté contre Tulane, ce qui avait été une très grosse surprise pour la première saison de l'académie militaire dans la conférence. Tulane, on va en parler d'ailleurs dès maintenant, puisque c'est mon premier favori à l'américaine. Finaliste malheureux de l'AAC l'an dernier, qu'on n'appelle plus comme ça maintenant. La Green Wave n'a jamais vraiment été en position de viser les playoffs. La faute à 2 défaites en début de saison contre Kansas State et Oklahoma. Ils auraient pu, en fin de saison, revenir un peu dans la course en se qualifiant pour la finale de conférence, mais une défaite contre Memphis juste avant la finale, puis en finale contre Army, il les a complètement sortis de la discussion et ils reviennent avec l'intention de s'y qualifier, toujours sur les ordres de John Sumrail. Au niveau des joueurs à suivre, on va parler du running back Arnold Barnes III, le junior, backup de l'excellent Mickey Hughes, parti pour Oregon. Barnes va devenir le nouveau leader de l'attaque au sol de la Green Wave et on s'attend à ce qu'il ait beaucoup de production à Tulane. Le linebacker Sam Howard, le senior, était excellent l'année dernière et ce sera le capitaine de la défense après le départ de Tyler Grubbs, deuxième en plaquage l'an dernier derrière Grubbs justement. On s'attend à ce qu'il améliore lui aussi encore son rendement. Et puis pour le poste de quarterback, ça va se jouer entre... c'est un peu bizarre dans le poste de quarterback parce que ça devait se jouer entre le sophomore Caden Semonza qui est arrivé de Ball State, et le senior Brendan Sullivan qui est arrivé de Iowa. Mais voilà, au cours de l'été, le senior Jack Retzlaff de BYU est arrivé. Et donc Jack Retzlaff est arrivé au cours de l'été et il a tout chamboulé. Donc on ne sait toujours pas alors qu'il est qui sera le titulaire, même si on peut imaginer que Retzlaff, il n'a pas accepté d'être exfiltré à Tulane pour faire banquette. On rappelle Retzlaff qui a été qui est parti, qui s'est mis sur le portail des transferts parce que il avait été accusé d'un viol à BYU. Lui, dans sa défense, il avait expliqué que c'était pas un viol, mais une relation sexuelle consentie. Finalement, la plainte pour viol a été retirée, mais du coup, son annonce, sa défense, qu'il a eu une relation sexuelle, a posé problème, puisqu'à BYU, on rappelle, c'est une université mormone, et il est interdit d'avoir une relation sexuelle avant le mariage, ça fait partie du code d'honneur de la fac, et il allait subir une suspension de 8 matchs dans la saison du côté de BYU, et donc pour éviter cette suspension, une fois qu'il a été lavé de tout soupçon, en tout cas que la plainte ait été retirée, Jack Retzlaff est parti pour Tulane et je pense pas qu'il ait accepté d'y aller si c'est pour faire banquette. C'est pour ça que je pense que ce sera le titulaire, auteur d'une très belle saison avec BYU. On s'attend à ce qu'il fasse la même chose à Tulane et pourquoi pas les emmener très loin. Les matchs à suivre pour Tulane, j'en ai noté 4. D'abord, le déplacement à Northwestern le 30 août, qui sera une occasion de se mettre en jambe contre l'équipe de Power Fort, avant la réception de Duke le 14 septembre, le déplacement à Ole Miss le 20 septembre et le gros match de conférence à Memphis le 7 novembre. Un calendrier vraiment très sympa que j'aime beaucoup à Tulane. Il y a des matchs avec du niveau, ça n'hésite pas à affronter des équipes du Power Fort. Ça n'hésite pas à affronter des équipes assez fortes du Power Fort, ou en tout cas d'en mettre dans son calendrier. Le pronostic pour Tulane, c'est une saison avec 10 victoires et 2 défaites. Je les vois perdre à Ole Miss et à Memphis, mais gagner contre Duke notamment et Northwestern. 10-2, je pense que cela permettra à Tulane d'accéder à la finale de conférence et pourquoi pas aux playoffs si Boise State ne réalise pas une meilleure saison ou perd en finale de conférence. Tulane est mon deuxième favori pour le spot, juste devant une autre équipe de l'américaine, puisque je parle maintenant des Tigers de Memphis. 2 défaites contre des adversaires abordables en conférence qui ont empêché les Tigers d'accéder à la finale de conférence et donc à prétendre aux playoffs. C'est dommage parce que quand on voit la qualité du roster et le reste de la saison, sans aucune autre défaite, Ryan Silverfield, qui est toujours aux ordres des Tigers, Memphis aurait été dans la ligne de mire pour les playoffs. Mais voilà, Memphis a vraiment loupé. Je crois qu'ils perdent contre je crois qu'ils perdent contre Rice et Navy notamment. Enfin, en tout cas, c'était pas très beau à voir. C'était pas très beau à voir l'année dernière, les 2 défaites face à Navy et face à UTSA, pardon.
Mais voilà, c'est une équipe qui reste une équipe de qualité et malgré de gros départs et énormément de transferts, notamment en défense, encore une fois, un peu comme l'année dernière, Memphis sera à surveiller en American. Les 3 joueurs qu'il faudra suivre, le running back Greg Desrosiers, le senior, qui, après la fin de carrière de l'excellent Mario Anderson, va devenir le nouveau titulaire. 7 yards par portée l'an dernier pour un joueur électrique souvent utilisé comme gadget player. Il faudra voir s'il peut assumer un rôle de starter avec beaucoup plus de courses par match et un rôle beaucoup plus lisible par les défenses. Au niveau de la défense, j'ai envie de noter l'edge William Whitlow, le senior là aussi, All ACC, All AAC l'année dernière ou peut-être All American, même s'il va peut-être falloir changer le nom de la récompense parce que bah, c'est l'American Conference, mais bon, c'est All American, c'est déjà autre chose de beaucoup plus prestigieux. En tout cas, il était dans l'équipe de la conférence l'année dernière. Et il est le meilleur joueur de l'équipe de très très loin en défense. Très gros danger sur la ligne défensive. Il sera encore surveillé de près par la ligne offensive adverse, ouvrant des possibilités pour ses collègues dans le pass rush. William Whitlow qui sera vraiment à surveiller en défense. Et puis pour le quarterback, ce sera le quarterback Brandon Lewis, le senior, promis un rôle de starter à Colorado avant que Coach Prime ne débarque avec Shader Sanders. Lewis s'est exilé à Nevada où il n'a pas vraiment marqué les esprits. C'est un dual threat qui arrive un peu comme un bridge QB après la fin du règne de Seth Hennigan. Comprendre un QB qui va faire une saison en attendant de trouver mieux après, après plusieurs années où on a eu le même QB. C'est donc un nouveau joueur au centre de l'attaque. C'est sûr qu'il ne fera pas le même rendement que Seth Hennigan, mais il a le supporting cast autour de lui pour quand même produire une belle saison. Les matchs à suivre pour Memphis et 3 réceptions que j'ai notées. La réception d'Arkansas le 20 septembre, la réception de South Florida le 25 octobre et la réception de Tulane le 7 novembre. Mon pronostic pour les Tigers, une saison avec 10 victoires et 2 défaites. Des défaites contre Arkansas et East Carolina. Et ouais, je les vois encore assez forts cette année, mais je les vois encore paumer un match contre une équipe plus faible. Je pense qu'ils iront quand même en finale de conférence, mais est-ce qu'ils arriveront à gagner une deuxième fois contre Tulane? Puisque je les vois gagner contre Tulane en saison régulière. C'est mon troisième favori pour les playoffs et j'ai du mal à les mettre plus haut que Tulane, tout simplement parce que chaque année, ils nous paument des matchs bêtement et j'ai peur qu'ils le refassent encore. Alors contre Arkansas, ce ne sera pas considéré comme une défaite bête, mais contre East Carolina, par contre, bon, voilà. Les autres équipes à surveiller dans la conférence, et il y en a beaucoup, seront South Florida, UTSA, Army et Navy. Dans une conférence au niveau assez homogène, ce sera un peu la même ambiance que la Big 12. Tout le monde peut battre tout le monde, même si Tulane et Memphis ont l'air au-dessus de la mêlée. Ces équipes peuvent-elles viser une place en playoff? Peut-être, mais elles partent de beaucoup plus loin et certaines vont jouer de gros adversaires sur leur route. South Florida va jouer Boise State, Florida et Miami. UTSA va jouer Texas A&M, Army va jouer Kansas State et Navy va jouer Notre-Dame. On verra donc pour ces 4 équipes-là qui sont dans un cran inférieur à Tulane et Memphis, mais pourquoi pas, un peu à la manière d'Army l'année dernière, tirer son épingle du jeu et s'inviter à la fête. On passe maintenant dans le nord du pays avec la MAC, la Mid-American Conference, la conférence la plus roots et la plus fun du college football avec la MACtion à partir de la mi-octobre en semaine. Cette conférence a connu la plus belle victoire de la saison dernière avec Northern Illinois qui est allé taper Notre-Dame à South Bend. Mais les meilleures équipes ont semblé bien loin de pouvoir accrocher la place en playoff. L'année dernière, la finale, c'était entre Ohio et Miami, Ohio. Et on va parler maintenant des 2 favoris pour moi pour cette conférence avec tout d'abord les Rockets de Toledo qui sont les favoris de la conférence après une saison demi-teinte l'année dernière où ils ont raté la qualification pour la finale de conférence malgré notamment une victoire à Mississippi State où ils avaient écrasé les Bulldogs. Le programme est stable puisque cela fait 15 saisons qu'ils sont en positif, contrairement à des programmes comme Georgia ou Notre-Dame qui ne peuvent pas en dire autant sur les 15 dernières saisons. Et Jason Candle est toujours à la tête du programme pour sa 10e saison et la stabilité des Rockets me font dire qu'ils sont encore favoris pour aller en finale de la conférence. Les 3 joueurs à suivre seront le receveur senior qui s'appelle Junior Vanderos de Third, presque 1000 yards à la réception l'an dernier pour Vanderos.
Il continuera à être la cible numéro 1 à Toledo. Excellent dans le slot, il devrait à nouveau briller en Mid-American. En défense, je vais noter le safety Brandon Howells, le junior All-MAC, a été au four et au moulin l'an dernier et on devra s'attendre à la même chose cette année. Le meilleur safety de la conférence et une terreur dans le backfield avec 72 plaquages et 4 interceptions. Et enfin, pour le poste de quarterback, ce sera le senior Tucker Gleason qui est de retour, un joueur à 2 visages, capable d'être très propre un jour et très apprécié le lendemain. Ses mauvaises performances ont souvent été synonymes de défaite pour les Rockets l'an dernier et on s'attend de sa part à beaucoup plus de continuité et de régularité. Les 4 matchs à suivre dans le calendrier de Toledo seront le déplacement à Kentucky le 30 août, puis le déplacement à Bowling Green le 11 octobre. Ensuite, il y aura aussi un déplacement à Washington State le 25 octobre et à Miami, Ohio le 13 novembre. 4 déplacements vraiment difficiles. Pourquoi je parle de ces déplacements-là? Parce que le reste du calendrier n'est pas si difficile que ça. Je les vois terminer la saison en 9-3, donc 9 victoires et 3 défaites. Des défaites à Kentucky, Washington State et Miami, Ohio. Je pense que Toledo ne pommera pas bêtement contre les équipes plus faibles, mais aura des déplacements difficiles à négocier. Je les vois donc en perdre au moins un en MAC contre un autre adversaire à la qualif. Mais les Rockets devraient pouvoir revenir en finale de conférence et pourquoi pas toquer à la porte des playoffs si les Astres s'alignent. Imaginez le même bilan, mais avec juste la défaite contre Kentucky, et peut-être que Toledo pourrait être dans les prétendants à la finale de conférence, enfin, playoff, lors du week-end des finales de conférence, justement. La deuxième équipe que je vais parler sont les Bobcats d'Ohio. La première saison à 11 victoires dans l'histoire du programme, avec une victoire en MAC Championships qui avait été bien pronostiquée par Timothée Chalamet au College Game Day. Il y a eu beaucoup de départs avant cette saison 2024 et pourtant le coach Tim Albin avait fait une vraie performance en amenant donc les Bobcats à 11 victoires. Tim Albin n'est plus puisqu'il est parti à Charlotte, un mouvement absolument incompréhensible, mais bon, lui seul pourrait nous l'expliquer. En tout cas, c'est à Brian Smith, l'offensive coordinateur de l'an dernier, de reprendre le flambeau. Les 3 joueurs que je vais noter pour Toledo cette saison, le running back Sie Bangura, le senior, qui est de retour après un passage anodin à Minnesota. Il avait transfert l'année dernière pour jouer pour les Golden Gophers, alors qu'il avait été l'un des meilleurs running backs de 2022 et de 2023 en MAC. Bah voilà, il revient au Bercail où il a perdu vraiment un an à Minnesota. Il a eu, je crois, à peine 4 ou 5 portées de la saison à Minnesota, alors qu'il avait fait 1800 yards avec les Bobcats en 2022 et en 2023. On peut donc s'attendre à une très grosse saison de sa part où il aura un sentiment de revanche, où il sera titulaire à ce poste à Ohio. Le cornerback Tank Pearson, là aussi senior, sera un des meilleurs cornerbacks à nouveau cette année en MAC après l'avoir été l'année dernière à Ohio. Ohio qui avait d'ailleurs été une des meilleures défenses du pays. Pas besoin d'en dire plus, si ce n'est qu'il a terminé 2024 avec 4 interceptions, 51 plaquages et 6 passes défendues. Bref, Tank Pearson devrait encore se montrer sous son meilleur jour dans ce qui devrait encore être une excellente défense. En tout cas en MAC. Et puis, on va parler du quarterback, forcément. Comment l'oublier? Le senior Parker Navarro, le QB préféré de Timothée Chalamet, qui revient pour une dernière saison à 18. Eh oui, le même nom que la ville où jouent les Bulldogs de Georgia. Mais là, c'est dans l'Ohio. All-MAC l'an dernier, il aurait pu répondre aux sirènes du Power 4, mais il sera bien à la baguette du programme. Double menace absolue, il devrait faire partie. Il devra faire sans une grande partie de son corps de receveur de l'an dernier, mais il a honnêtement le talent pour faire farce. Parker Navarro, qui devrait être un des meilleurs QB du groupe of 5. Les matchs à suivre pour Ohio, j'en ai noté 5. Ouais, j'en ai noté beaucoup parce qu'honnêtement, leurs matchs hors conférence sont très intéressants. Il y aura un déplacement à Rutgers le 29 août, la réception de West Virginia le 6 septembre, le déplacement à Ohio State le 14 septembre contre une équipe qu'ils n'avaient plus affrontée depuis les années, je crois que c'est depuis les années 30. En tout cas, c'est depuis les années 30 que Ohio State n'avait plus affronté une équipe de l'Ohio. Et donc voilà, ils mettent fin à cette série. Ensuite, pour les matchs de conférence qui seront intéressants, nous aurons la réception le 5 novembre de Miami, Ohio, et le déplacement à Buffalo le 28 novembre. Ohio, le pronostic que je donne pour cette équipe, c'est une saison avec 9 victoires et 3 défaites. Je les vois perdre contre West Virginia, Ohio State et Buffalo.
Ça veut dire que je les vois réussir l'upset à Rutgers en début de saison, mais que je les vois être un petit peu juste derrière. Après, c'est possible aussi qu'ils gagnent contre West Virginia et qu'ils perdent contre Rutgers. Mais en tout cas, je les vois bien en prendre un des deux. L'équipe, honnêtement, a connu pas mal de départs, mais il y a de quoi espérer une belle saison et une qualification en finale de conférence. Et honnêtement, avec le scalp de Rutgers ou de West Virginia, voire les deux, Ohio pourrait même avoir un dossier très intéressant pour accéder aux playoffs. Donc on verra tout ça pour eux. En tout cas, bon, le déplacement à Ohio State, on est tous d'accord pour dire que bon, s'ils font ça, c'est l'upset du siècle. Mais, mais voilà, West Virginia, Rutgers, c'est possible. Je les vois en gagner un des deux. Bizarrement, je les vois plus gagner à Rutgers que contre West Virginia, mais on verra bien. Les autres équipes à suivre en MAC seront Buffalo, Miami, Ohio. Voilà, qui seront les deux autres équipes à suivre. Le premier, donc les Buffalo Bulls voit le retour d'une grosse partie de son équipe, alors que le second, les Red Hawks de Miami, Ohio, a perdu en finale malgré une grosse régulière. Dans une conférence où chaque match est rude, surtout en action, le fait d'avoir des matchs entre ces quatre équipes, puisqu'en fait Buffalo, Miami, Ohio, Toledo et Ohio s'affronteront tous, comptera beaucoup pour l'accès à la finale. Et honnêtement, c'est pas impossible que Buffalo ou Miami, Ohio prennent la place d'une de ces deux équipes, voire deux équipes. Allez, on va vers le soleil maintenant avec la Sun Belt Conference, la dernière conférence avec des divisions qui aura donné quelques belles surprises l'an dernier avec la victoire incroyable de James Madison à North Carolina, les saisons à 10 victoires de Marshall et de Louisiana, ou encore le match à 87 points de South Alabama. C'est une conférence qui ne semble néanmoins pas produire un concurrent sérieux pour les playoffs. La finale l'an dernier était entre Marshall et Louisiana. Et on va parler maintenant des deux favoris, et en tout cas de l'immense favori en Sun Belt cette saison, les Monarchs de James Madison. Après avoir perdu Kurt Cignetti fin 2023 et pour sa troisième saison à FBS, les Monarchs ont réalisé une grande saison 2024. En point d'orgue, j'en parlais, l'humiliation de North Carolina à Chapel Hill. Il est tellement dommage, honnêtement, que l'équipe ne soit pas parvenue en finale de conférence. La faute à des défaites, à 4 défaites lors des matchs de conférence. L'équipe est toujours coachée par Bob Chesney et elle a énormément d'ambition pour cette année, pour ce qui seront leur quatrième saison en FBS. Les joueurs à suivre, on va parler d'abord du running back junior George Pettaway, pardon, le running back qui était proche des 1000 yards à la course l'an dernier, espérera continuer sur sa lancée. Il sera le titulaire d'un des meilleurs corps de running back de la conférence, capable d'être également très précieux dans le jeu aérien. Le safety Jacob Thomas, le senior, sera la star de la défense des Monarques. Playmaker très versatile dans le backfield, il retourne une dernière saison à James Madison où il sera encore une menace pour tous les quarterbacks de la conférence. Enfin, la bataille pour le poste de QB devrait se jouer entre le senior Matt Sluka de UNLV et le junior Camden Coleman de Richmond, en l'absence du titulaire Alonza Barnett qui s'est gravement blessé à la jambe et qui ne devrait pas revenir cette saison. Coleman est un meilleur passeur que Sluka, qui devrait donc obtenir le poste, mais rien n'est encore décidé à James Madison. Les trois matchs à suivre, donc pour James Madison seront le déplacement à Louisville le 6 septembre, le déplacement à Liberty le 21 septembre et la réception de Louisiana le 11 octobre. Mon pronostic pour James Madison, c'est une saison régulière avec 9 victoires et 3 défaites pour eux, avec notamment des défaites contre Louisville, Texas State et Washington State. Je vois des Monarques meilleurs que l'an dernier et ne perdre qu'un match en conférence, mais perdre tout de même 3 matchs au total. L'équipe est l'ultra favorite de la Sunbelt et la seule chance véritable pour cette conférence d'aller en playoff, mais c'est honnêtement un très 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 long shot et il va falloir à tout prix lâcher le moins de matchs possible. Voilà pourquoi je vois cette équipe en 9-3, donc défaite contre Louisville, également contre Texas State, qui sera une équipe intéressante de la Sun Belt, et puis aussi Washington State. L'autre favori à la finale de conférence, qui n'est pas forcément la deuxième meilleure équipe de la conférence, mais qui est en fait le favori de l'autre division,
C'est les Raging Cajuns de Louisiana qui ont fait une saison à 10 victoires l'an dernier, mais qui se sont écroulés en finale de conférence et en bowl. Un écroulement en fin de saison qui gâche un peu la feuille avec la blessure de son quarterback Ben Woodridge qui n'a pas aidé. Mais voilà, les Raging Cajuns ont quand même montré qu'ils étaient passés à autre chose après le départ de Billy Napier. Ils ont la chance de ne pas être dans la division de James Madison et viseront à nouveau la finale. Michael Desormeaux repart pour une 4e saison dans le pays cajun. Les joueurs à suivre pour les Raging Cajuns seront le receveur Shelton Sampson. Le sophomore transfert de LSU arrive avec sa taille et sa vitesse pour devenir le meilleur receveur de l'équipe. L'ancien 4 étoiles à tous les tools pour être la cible numéro 1. Et quand on sait la qualité des receveurs qui passent par LSU, on peut qu'imaginer une grosse saison pour Shelton Sampson. En défense, on parlera de l'Edge Jordan Lawson, le senior, auteur de 13 sacs sur les 2 dernières saisons. L'excellent Edge sera à nouveau à la charge pour Louisiana. Il était le seul à faire le taf dans un pass rush plutôt mauvais autour de lui, et donc on devrait à nouveau le voir surnager à cet exercice-là. Et enfin, pour le poste de quarterback, ça a été annoncé aujourd'hui. L'ancien quarterback de LSU et de Ole Miss, le junior Walker Howard, ancien 4 étoiles, arrive dans le Bayou et sera donc le nouveau titulaire. Ce sera sa première expérience de titulaire, mais il a la vitesse d'exécution et les skills pour faire oublier Wooldridge, attendu comme le futur à LSU à l'époque. Le joueur s'est perdu en route, mais il a l'occasion de se relancer. Les matchs à suivre donc pour Louisiana, ce seront le déplacement à Missouri le 13 septembre, le déplacement à James Madison le 11 octobre et la réception de Texas State le 8 novembre. Je vois cette équipe en 9-3, 9 victoires pour 3 défaites comme James Madison. Je les vois perdre entre Missouri, James Madison et South Alabama. Le calendrier est rempli de 50-50 avec des déplacements chez d'autres prétendants à la Sun Belt dans la division. Mais Louisiana a l'expérience et le talent pour l'affronter. La non-présence de James Madison donc dans la division est une bénédiction parce que même en les affrontant et en perdant contre eux, il suffit d'être en tête de sa division et on sera en finale. Mais il faudra bien négocier les matchs contre South Alabama, Texas State et Arkansas State. Je pense néanmoins que l'équipe sera trop juste pour viser une place en playoff. Les autres prétendants dans cette conférence seront donc South Alabama, Troy et Texas State dans la division de Louisiana. Tandis que dans la division de James Madison, on devrait retrouver Georgia Southern à la lutte. Et puis les troubles faits pourraient être Coastal Carolina et App State. Voilà pour une conférence qui garde l'ancien système des divisions, qui mine de rien permet d'y voir un peu plus clair aussi pour la course à la finale, puisque contrairement aux autres divisions, faut remporter sa division pour aller en finale. Par rapport aux autres conférences, pardon. En conférence USA, la conférence la plus faible du FBS, eh bien, on a un rôle depuis quelques années qui est bien défini, celle d'accueillir les nouveaux arrivants en provenance du FCS, donc le niveau inférieur. Après Jacksonville State et Sam Houston State en 2023, Kennesaw State en 2024, c'est au tour de Delaware et de Missouri State d'arriver dans la conférence. L'année dernière, la finale avait été une petite surprise avec Jacksonville State face à Western Kentucky, Jack State qui l'avait emporté. Les favoris pour cette conférence USA sont sûrement Liberty. Ils sont même ultra favoris. Ils l'étaient aussi l'année dernière. Ils ont pourtant laissé échapper leur saison avec des défaites incompréhensibles contre Kennesaw State ou Sam Houston State. Malgré une attaque au sol élite, la 4e meilleure du pays, Liberty ne s'est pas qualifié pour la finale de conférence. Avec un calendrier abordable, ils ont l'occasion de rectifier le tir et le coach Jamie Shadwell repart donc pour une 3e saison dans une université pas forcément très appréciée au sein du podcast. Les 3 joueurs à suivre du côté des Flames seront le running back Julian Gray, le senior, qui était sur le banc pendant que Quinton Cooley et Billy Lucas dominaient dans le backfield. Il devient donc le nouveau titulaire d'une attaque résolument tournée vers le sol. Il faudra voir s'il peut apporter sa vitesse de façon durable dans un match et pas par intermittence. Lui qui avait plutôt un profil de returner quand il est arrivé à Liberty. En défense, on aura le linebacker Joseph Carter, le senior, qui est un leader
incontesté de la défense, meilleur plaqueur l'année dernière, il revient donc au centre de la défense des Flames. C'est sans conteste le meilleur à ce poste dans la conférence et devrait encore produire une saison très solide. Au niveau du quarterback, ça devrait donc être le QB Ethan Vasco, le junior, ancien quarterback de Coastal Carolina. Il a commencé sa carrière à Kansas et il arrive à Liberty pour remplacer la star Caden Slater qui est parti à Colorado. Moins productif au sol et pas forcément plus précis, 54% à la passe l'année dernière avec Coastal Carolina. Il y a beaucoup de questions qui se posent autour du joueur qui devra pourtant être présent si jamais le jeu à la course n'est plus l'option idéale pour l'emporter. En effet, l'année dernière, Liberty a perdu ses matchs notamment parce que quand le jeu à la course ne suffisait plus, quand il fallait courir après le score et donc jouer à la passe, Caden Slater n'a pas été incroyable, lui qui avait vraiment vécu une down hier après son incroyable année 2023. Voilà, Ethan Vasco va devoir faire oublier Slater, mais est-ce qu'il a le niveau? J'en suis pas si sûr. Les matchs à suivre pour Liberty seront contre. Il n'y en aura qu'un seul en fait, parce que vraiment le reste du calendrier est vraiment ridicule. Ce sera la réception de James Madison le 21 septembre. Et pour le pronostic, je les vois avec 11 victoires et une défaite. La défaite face à James Madison, justement. Ce sera le seul adversaire difficile pour Liberty, parce que le reste est vraiment une blague. Tellement facile que même en gagnant tout, ce n'est pas sûr qu'ils soient en position pour les playoffs. Attention quand même à pas donner des victoires aux petits nouveaux comme l'année dernière avec Kennesaw State, mais Liberty ne devrait pas faire 2 fois la même erreur. Enfin, j'espère pas pour eux, mais en tout cas, voilà, calendrier très facile, pas d'adversaire du power fort. Le match le plus dur, c'est contre James Madison. Bref, autant dire que normalement, ça devrait être l'autoroute pour la finale de conférence. La deuxième équipe que je vois en favorite dans cette conférence USA, c'est Western Kentucky qui a perdu l'année dernière contre Jacksonville State en finale. La saison partait bien pour les Hilltoppers qui étaient en 7-2 mais qui se sont complètement écroulés sur la deuxième partie. La défaite notamment écrasante contre Jacksonville State où ils se sont fait allumer 50 à 10, quelque chose comme ça, a laissé des traces, mais Western Kentucky et son Air Raid Offense repartent à l'assaut de la conférence USA pour la 7e saison de Tyson Elton. Les joueurs à suivre, on aura bien sûr le receveur Matthew Henry, le senior, auteur de presque 1200 yards à la réception à Western Illinois. Henry arrive dans la Air Raid de Western Kentucky pour être la cible prioritaire. Véritable menace profonde, il devrait réitérer, voire améliorer ses statistiques. On a ensuite le safety Jalen Lewis, le junior, auteur d'une bonne saison dans le marasme de Temple. L'ancien joueur d'Arkansas vient pour mener le backfield défensif et enfin gagner des matchs. Et puis la grosse arrivée au poste de quarterback, c'est le senior Maverick McIvor, arrivé d'Abilene Christian. Le QB a produit plus de 8000 yards et 61 touchdowns à la passe en FCS durant 3 saisons. C'est le joueur parfait pour le système aérien de Western Kentucky et il faut s'attendre à ce qu'il soit un des meilleurs producteurs à la passe du pays. Est-ce qu'on a le futur Bailey Zapp? Je ne pense pas quand même, mais ce qui est sûr, c'est que Maverick McIvor va sûrement salir la ligne de stats dans une équipe qui est très QB friendly. Les 4 matchs à suivre, puisque Western Kentucky a un vrai calendrier, eux au moins, c'est d'abord la réception de Sam Houston le 23 août pendant la Week 0, puis le déplacement à Toledo le 7 septembre, et la fin de saison avec le déplacement à LSU le 22 novembre et le déplacement à Jackson State le 29 novembre. Mon pronostic, c'est donc une saison avec 10 victoires et 2 défaites, avec des défaites à Toledo et à LSU. Je pense honnêtement que l'équipe est prête pour une grosse saison et ne s'écroulera pas en fin de saison comme l'an dernier. Une place en finale donc, mais elle sera loin des prétendants aux playoffs, sauf cataclysme complet dans les autres conférences, ou alors une victoire absolument improbable à LSU qui a peu de chances d'arriver. Les autres prétendants à la finale de conférence dans cette conférence USA seront les tenants du titre, Jacksonville State. Sam Houston State et Louisiana Tech seront en trouble fait, tandis que le reste de la conférence ne devrait pas s'inviter à la lutte. Voilà pour nos favoris par conférence. Je vais faire un petit rappel au cas où vous auriez un petit peu oublié ou pas trop suivi, mais bon. En Mountain West, donc Boise State et UNLV. En American, Tulane et Memphis. En MAC, Toledo et Ohio. En Sunbelt, James Madison et Louisiana. Et en USA, Liberty et Western Kentucky. Pour mon classement de mes favoris pour les playoffs, mon top 5, donc je mets Toledo en 5e, UNLV en 4e, Memphis en 3e, Tulane en 2e et Boise State en favori pour les playoffs.
Voilà pour une lutte qui promet d'être intéressante. Et puis on notera aussi la première saison de Delaware et de Missouri State en FBS. Est-ce qu'ils arriveront à gagner des matchs comme Kennesaw State l'année dernière? Rien n'est moins sûr, mais en tout cas, on espère pour eux. Voilà pour, cette preview spéciale Group of Five. Beaucoup d'informations, forcément, j'essaie d'être le plus, hem, condensé possible pour, donner le maximum d'informations sans vous prendre forcément 3 heures. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à regarder quelques petits matchs de Group of Five. De toute façon, le podcast du Group of Five reviendra cette année. Comme d'habitude, on reviendra sur les résultats, la course aux playoffs, les matchs à suivre chaque semaine. Et puis, on espère des upsets, des victoires contre le Power 4. Et puis, on espère surtout le maximum d'équipes du Group of Five dans le top 25. Et pourquoi pas, soyons fous, si la saison devient complètement folle, pourquoi pas 2 équipes du Group of Five avec un champion de conférence qui est automatiquement repêché et l'autre qui est dans les at-large. En tout cas, tout est possible pour ces équipes et vraiment des joueurs intéressants à suivre. Merci à tous, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux et puis on se retrouve très rapidement pour le début de la saison. Ciao tout le monde et à la prochaine!